Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Médion TV pour un nouveau numéro de votre émission Sport Time. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ces affaires juridiques qui continuent de secouer le football mondial, avec notamment l'affaire de Relafi, le président du PSG, et le FIFA Gate avec Hector Trujillo, qui a été fixé sur son sort. Nous irons également au Gabon où s'ouvre demain le 56e congrès de la Fédération gabonaise de football. Et aujourd'hui, toujours dans votre émission Sport Time, nous allons vous parler d'une autre légende du football africain en la personne de George Weah. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau de Sport Time avec notre invité, notre confrère Thierno Dramé. Thierno, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. On ouvre ce journal avec l'affaire du président du PSG. Relafi, le dirigeant, a été entendu par la justice suisse qui le soupçonne d'avoir corrompu Jérôme Valk, ancien numéro 2 de la FIFA, pour l'attribution des droits de diffusion des Coupes du Monde 2026 et 2030. Il s'est exprimé devant le ministère public de la Confédération suisse à Berne à sa sortie d'audition. Je vous propose de l'écouter. J'ai demandé de venir en Suisse pour donner mes explications. J'ai répondu une question, j'ai rien à cacher. Je suis disponible pour le procureur suisse. Si ils veulent me revoir, je suis venu tranquille, je pars très tranquille. Merci. Nous restons dans ce chapitre juridique pour parler cette fois-ci de la première peine prononcée dans le FIFA Gate. Hector Trujillo, secrétaire général de la Fédération du Guatemala de 2009 à 2015, a été condamné par une juge fédérale new-yorkaise à 8 mois de prison. Il avait plaidé coupable de prise de pot de vin. Je vous propose également d'écouter Hector Trujillo. Les gens qui me connaissent ne changeront pas leur opinion sur moi. Ceux qui ne me connaissent pas, cela n'a pas d'importance de ce qu'ils pensent de ma personne. Pour le remboursement, je ne sais pas encore. Ça n'a pas été déterminé. Ils n'ont pas encore décidé s'il sera payé ou non. Sachez qu'une quarantaine de personnes au total ont été mises en cause dans ce scandale apparu au grand jour en mai 2015, faisant vaciller le football mondial et poussant au départ l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter. Seules 3 personnes ont plaidé non coupables. Leur procès doit commencer le 6 novembre à New York et devrait durer plusieurs semaines. Alors Thierno, aujourd'hui, que vous inspirent ces épisodes juridiques qui continuent de secouer le football mondial? Je pense que c'est dans la lignée de ce qui s'est passé. Je pense qu'on comprend un peu pourquoi ça se passe comme ça. La FIFA a toujours vécu en autarcie. C'est-à-dire c'est un club fermé, tout se décidait de façon extrêmement opaque. Donc lorsqu'il a fallu que quelqu'un mette un coup de pied dans la fourmilière pour que voilà, ça parte dans tous les sens. C'est un peu normal. Après maintenant, on peut proférer des accusations, on peut juger des gens, mais cela ne veut pas forcément dire que le football est entièrement pourri, mais c'est un peu normal quand même pour tout ce qu'il y a comme argent qui circule autour, tous les enjeux que comporte le football et la FIFA, qui est, on le rappelle, un gouvernement à part. Vous savez, aucun gouvernement n'a le pouvoir sur la FIFA, donc je pense que c'est normal que la justice vienne un peu fouiller. Et je suis prêt à parier qu'il y a encore d'autres scandales qui attendent. Parlons à présent de foot en Afrique avec le Oroya AC en perspective du démarrage de la nouvelle saison prévue le 3 novembre prochain. L'équipe guinéenne, après une semaine de travail dans la forêt de Donka et sur le terrain annexe du stade du 28 septembre de Conakry, s'est rendue le week-end dernier dans la ville de Dubreka pour 6 jours de travail intense. C'est l'académie pour 6 jours d'exercice intense, c'est l'Académie du sport et des loisirs de Yoroko Guia qui va servir de cadre à ce stage. Pour le coach de Oroya AC, ils avaient 2 possibilités, ou trouver un endroit à l'étranger ou alors profiter des installations sur place. Et après discussion, Yoroko Guia a été retenu.
Nous reparlons de la finale aller de la Ligue africaine des champions. L'arbitre éthiopien Bamlak Tessema sera au centre pour officier cette rencontre qui opposera Al-Ahli d'Égypte au Wydad de Casablanca, prévue ce samedi 28 octobre à Alexandrie. C'est la décision de la Confédération africaine de football. Âgé de 37 ans, l'Éthiopien est l'arbitre international et arbitre international depuis 2009. Il a participé à 2 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, dont la dernière en 2017. Demain, nous reviendrons sur l'autre demi-finale qui oppose au complexe sportif Prince Moulay Abdellah, l'AS FAR, au Raja de Casablanca. Tierno, les Aiglonnais du Mali ne connaîtront pas le goût d'une deuxième qualification consécutive en finale de Coupe du Monde des moins de 17 ans. Le Mali s'est incliné face à l'Espagne 3-1. Le dernier représentant du continent en finale du mondial U17 est ainsi éliminé. Hier, l'équipe malienne n'était pas au rendez-vous. Entre l'Espagne et le Mali, si on parle football, on sait de façon objective que les Espagnols sont meilleurs. Ils ont un terreau extrêmement fertile. Les centres de formation, les petites catégories espagnoles sont énormément de talent. Il y en a également du côté du Mali, mais ce qui va faire la différence, ce qui a fait la différence lors de ce match-là, c'est la discipline tactique. Simplement, ils ont été beaucoup plus disciplinés, ils ont bien joué, alors que du côté malien, c'était un peu plus de folie. Après, on parlera encore de ce but qui a été marqué, que l'arbitre n'a pas vu, mais dans l'absolu, je pense que quand même les Espagnols sont meilleurs. On a également senti l'absence du capitaine Mohamed Camara au niveau de l'entrejeu malien. Ça dépend. Après, parfois, il faut savoir transcender un peu l'enjeu de ce match-là. C'est vrai qu'après, s'il y a un capitaine, c'est en général quelqu'un qui a beaucoup de charisme en dehors et sur le terrain. Mais je pense que normalement, ses coéquipiers auraient peut-être pu jouer pour lui. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment ça qui explique la défaite. Je pense que les Espagnols ont été beaucoup plus forts. Et voilà, ça s'est traduit au tableau d'affichage. Je vous l'annonçais en titre, ce vendredi s'ouvre le 56e congrès de la Fédération gabonaise de football, un rendez-vous qui intervient dans un contexte difficile pour le football national. Les enjeux de ce congrès de la FEGAFOOT à Libreville avec notre correspondant Obianze. Oui, c'est officiel. Le 56e congrès de la Fédération gabonaise de football se tient bien à Libreville ce vendredi avec comme enjeu majeur les quitus des délégués pour les rapports moraux et financiers et le vote à main levée des 10 rapports. Cette dernière stratégie viserait à identifier les dirigeants qui mangent sur plusieurs tables et parmi les plus mal à l'aise en cette veille de congrès, il s'agit évidemment des présidents de ligue. Et sachez que le congrès de la Fédération gabonaise de football se tient dans un contexte de crise aggravée du football national dont la sélection accuse des contre-performances, toutes compétitions confondues depuis bientôt 5 ans. Le renouvellement des instances sportives s'impose donc, à commencer par le bureau fédéral qui va remettre en jeu son mandat dès l'année prochaine, plus précisément au mois de mars. Sur un tout autre plan, à l'occasion de la journée mondiale du judo, sachez qu'un regroupement des minimes et cadets de la discipline aura lieu ce samedi à Libreville au complexe sportif d'Olumi. Ici Libreville, Ismaël Obianze, Justin Bitegué pour Medi 1 TV. Alors, Tierno, aujourd'hui, on remarque que la FEGAFOOT est minée par des querelles internes, des querelles qui affectent même l'équipe gabonaise de football. Forcément, la fédération, c'est l'administration du football. C'est-à-dire c'est elle qui prend les décisions, c'est elle qui fait des orientations, c'est elle qui fixe des objectifs, c'est elle qui identifie les acteurs, etc. Donc si l'administration ne fonctionne pas, forcément ça a des conséquences sur l'équipe. En ce qui concerne la FEGAFOOT, c'est dommage. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que ce n'est pas que le Gabon. C'est le cas actuellement au Mali, c'est le cas au Cameroun. Bon, au Sénégal, on a dépassé ce stade-là, mais malheureusement, le football entraîne beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'enjeux. Et donc, tout le monde va être là où, en tout cas, les décisions se prennent, là où on partage le gâteau. Ce n'est pas forcément le cas, mais c'est comme ça que les gens le perçoivent. Et c'est dommage, parce que le Gabon a une équipe qui a du potentiel. Le Gabon vient d'organiser une CAN qu'elle aurait pu, peut-être pas gagner, mais en tout cas, elle aurait pu aller très loin. Mais on a vu que même au sein de l'équipe, il y avait un malaise. Il y avait le malaise Aubameyang, qui a
tant bien comment essayer de taire toute sa frustration parce qu'il a vu que justement le football gabonais est extrêmement mal managé. Et là, ça se ressent. Maintenant qu'il y a des élections à venir, évidemment, tout le monde lève la main, tout le monde commence à parler, etc. Et voilà, ça donne ce que ça donne. Pour un petit détail de rien du tout, le Gabon perd comme ça une possibilité de se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est dommage. Souvent également au niveau de ces fédérations, on ne fait pas la différence entre le sport et la politique. Oui, parce que justement, on a parlé un peu de la FIFA. La FIFA se bat contre ça. Faire le distinguo entre la politique et le football. On dit que la politique ne doit pas ingérer, ne doit pas en tout cas s'inviter aux affaires du... Mais malheureusement, moi j'ai fait mon mémoire sur le football et la politique il y a 10 ans, en 2007. Mais on se rend compte que, voilà, on essaie tant bien comment de les séparer, mais ce n'est pas possible. Parce que justement, le football draine du monde et les hommes politiques ont besoin de monde. Donc, ils vont aller chercher ce monde-là partout où ils se trouvent. Et puis, ceux qui se trouvent au football, ils vont aller chercher. Maintenant, c'est un couteau à double tranchant. Puisque quand on gagne, oui, là, il y a un effet positif qui fait qu'on peut profiter de cette ambiance positive-là. Mais quand on ne gagne pas, par contre, là, il peut y avoir le retour du bâton. Mais dans l'absolu, malheureusement pour nous, en Afrique, ceux qui gèrent le football sont souvent des hommes politiques. S'ils ne sont pas leaders politiques, ils sont dans des partis politiques. Et c'est dommage, mais c'est comme ça. On parle souvent de la formation, des petites catégories, etc. Mais je pense qu'il faudrait aussi qu'on forme les administratifs, qu'ils sachent que c'est une économie, c'est un monde qui est là, c'est plein de choses. C'est un volet social, c'est un côté culturel, il y a plein de choses dans l'environnement du football. Tierno, nous allons rester avec ce problème au niveau de la FEGAFOOT. Aujourd'hui, quelles sont les solutions que l'on doit préconiser pour remédier un peu à ce problème qui plombe le football gabonais? Ben, déjà, je pense qu'il faudrait qu'il soit radical. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette fédération-là a échoué. Déjà, quand on parle de reporter la date de la première journée du championnat, ça veut dire quelque part quelque chose ne va pas. Donc il faut remettre les choses à plat, revoir un peu les hommes, déjà faire le bilan, revoir les hommes et se conformer au texte de la FIFA, de la CAF aussi, ce qui fonctionne, ce qui fait que, par exemple, dans les pays du Maghreb, il n'y a pas de problème. Prendre ce qu'on appelle prendre les bons exemples et puis essayer de manager le foot. Parce qu'aujourd'hui, le football, ça se manage. C'est pas seulement être là, un dirigeant assis qui dit les choses, qui dit ce qu'il veut ou fait. Non, c'est pas ça. À présent, parlons de foot européen avec les 16e de finale de la Coupe de la Ligue qui ont vécu hier en France. Tout d'abord, le FC Nantes qui s'est largement incliné contre le Tour FC à l'extérieur. À la peine en Ligue 2, ils ont trouvé une bouffée d'oxygène. Tout s'est joué en premier mi-temps puisqu'à la pause, les locaux menaient déjà 3-1. Miguel Mancini et Boadza étaient les buteurs et l'immense sur penalty avait réduit l'écart pour le FC Nantes. Durant ce match, nous avons assisté également à l'expulsion de Walongwa à la 57e minute. Tierno, l'équipe de Nantes, 3e du championnat de France, se fait laminer par tour. Dernière équipe de la Ligue 2 avec aucune victoire en 12 matchs. 19e défense avec 24 buts encaissés et la plus mauvaise attaque avec seulement 5 buts marqués. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour les hommes de Ranieri? D'abord les automatismes, parce que Ranieri avait dit avant même le coup d'envoi qu'il allait faire tourner. C'est ce qu'il a fait, parce qu'en fait il avait besoin que tout le monde s'implique. Mais vous savez, la Ligue, la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France, non, ça dépend, parce qu'en fait ça dépend des objectifs. Vous savez, l'année dernière, il y a 2 ans, lorsque Ranieri remportait le championnat de Première Ligue avec Leicester, il ne disputait que la Première Ligue. Je pense qu'il est en train à peu près de faire la même chose. La Coupe de la Ligue n'est pas un enjeu. En début de saison, aucun club ne va vous dire mon objectif c'est de gagner la Coupe de la Ligue. C'est gagner le championnat ou se maintenir. C'est ça, ou en tout cas les places en Europe. Maintenant, avec le championnat, il a un objectif, il a une équipe type qui joue et qui essaie si ce n'est pas de gagner, en tout cas de ne pas perdre.
Alors que là, en Coupe de la Ligue, il a besoin, comme il l'avait dit lui-même, que tout le monde soit impliqué. Donc, il a fait jouer les joueurs du banc qui n'ont pas forcément les automatismes. Alors que du côté de Tours... À la fin du match, il a réagi sur Twitter pour dire qu'il voulait voir les joueurs qui n'avaient jamais, qui jouaient rarement désormais. Et il a l'idée plus claire sur ce qu'il peut faire maintenant. Exactement ça. Il avait besoin d'un match, peut-être pas à enjeu fort, mais avec un petit enjeu, puisque une place était qualificative pour les 16e de finale. Mais devant une équipe de Ligue 2 qui justement, bon, on ne va pas dire que les carottes sont cuites, le championnat ne fait que démarrer, mais quand même qui est très mal en point, cette équipe-là, Tours, avait besoin également d'un match référence. Et ils l'ont eu face à Nantes. Mais encore une fois, la Coupe de la Ligue n'est pas, pour les équipes de Ligue 1, la Coupe de la Ligue n'est pas un objectif de fin de saison. Donc aujourd'hui, ils sont 3e du championnat. L'appétit venant en mangeant, ils vont essayer de nous refaire, il va essayer en tout cas de refaire le coup de Leicester, même si ce n'est pas donné. Mais a priori, ce n'est pas une défaite qui entache ou entame un peu le moral de ces troupes, parce que ce n'est pas ça l'objectif de Ranieri, gagner la Coupe de la Ligue. Nous allons poursuivre avec une équipe qui avait soulevé la Coupe de la Ligue en 2013. Saint-Etienne ne pourra pas récidiver cette année, éliminé sur la pelouse de Strasbourg au tir au but. Les Verts ont été sortis dès leur entrée en lice dans la compétition. Meneur score et ballotté durant l'ensemble de la partie. Saint-Etienne avec Baba de retour dans le 11 a pourtant cru au miracle lorsque Hernani a égalisé sur un coup franc en fin de match. C'est la même chose. Hein. Vous voyez, Baba, c'est des joueurs dont on n'entend jamais parler en Ligue 1. Donc, ce n'est pas forcément un objectif. Après, Strasbourg, c'est une équipe qui a besoin de se battre, de venir avec qui a besoin d'avoir des objectifs. Strasbourg est revenu en L1 après une longue traversée du désert. C'est un club qui est passé à côté de la faillite. Et là, c'est un club qui revient. Donc, elle prend tout ce qu'elle peut prendre. Hein. La Coupe de la Ligue, tant mieux, aller le plus loin possible dans l'absolu. C'est très bien pour une équipe qui est en train de renaître. Et puis c'est un match de Ligue 1. C'est des équipes qui vont se retrouver dans le championnat. Mais pour Saint-Etienne, encore une fois, c'est la même chose par rapport à Nantes. Ce n'est pas l'objectif au départ. C'est un bonus. Si on gagne la Coupe de la Ligue, tant mieux. Mais si on ne la gagne pas, on ne perd pas au change. Ce qui est important pour une équipe comme Saint-Etienne, c'est de retrouver justement la Ligue Europa qu'elle a disputée il y a quelques années. Et voilà, de se maintenir dans le Gotha du football français, c'est-à-dire 6e, 5e, 4e, et peut-être dans les années à venir, essayer de titiller un peu les grandes équipes. Nous allons poursuivre avec Toulouse qui a vécu une rencontre très riche en buts, notamment en première période contre Clermont. Les Toulousains pensaient être à l'abri assez rapidement grâce à des réalisations de Mobandi et de Sanogo, mais les Clermontois n'avaient pas du tout dit leur dernier mot en une minute à la demi-heure de jeu. Dugmont et Doré remettaient les deux équipes dos à dos, mais juste avant la pause, Max-Alain Gradel permettait aux Pichounes de repasser devant au score. Au retour des vestiaires, les hommes de Dupraz reprenaient leur marche en avant et juste avant l'heure de jeu, Toavenon, à la 58e minute, offrait le but du 4-2 à Toulouse et cela sentait la fin pour Clermont puisque Kavdanski était exclu. À noter également les qualifications à l'extérieur de Rennes qui va un peu mieux. Et Damien également dans une bonne dynamique. Tous les vainqueurs rejoignent en 8e de finale le PSG, Monaco, Lyon, Nice, Bordeaux et Marseille, exemptés de ce tour grâce à leur statut d'Européens. Et parlons de la Copa del Rey en déplacement sur la pelouse d'Elche mercredi soir. En 16e de finale aller de la Coupe du Roi, l'Atlético Madrid n'a pu faire mieux qu'un match nul, un but partout. Les colchoneros devront donc se méfier au retour s'ils veulent poursuivre l'aventure. Tcherno, un Atlético qui a joué sans Antoine Griezmann. Oui, mais ça, ce n'est pas une excuse. Parce que s'il n'y a pas Antoine Griezmann, il y a beaucoup d'autres joueurs qui sont capables de relever les défis. Il y a Gamero qui ne joue presque pas depuis le début de la saison. Il y a Fernando Torres. Il y a d'autres joueurs encore. Ferrara, Carrasco, etc. Le problème de l'Atlético, ce n'est pas Griezmann. Le problème, c'est que depuis le début de la saison, l'Atlético n'est pas au meilleur de sa forme. En Ligue des Champions, ça traîne. Il faut quand même rappeler qu'ils ont perdu leur dernier match en Ligue des Champions. En championnat également, ça traîne un peu. Donc c'est une équipe qui, pour l'instant, a du mal à prendre ses marques. Est-ce que c'est l'effet nouveau stade ou pas?
difficile à dire. Ou est-ce que les autres équipes savent maintenant comment joue l'Atlético et sont capables de le contrer? Peut-être, mais c'est une équipe qui doit, en tout cas, qui tarde à se réveiller. Sinon, il risque... Parce que quand même, la Copa del Rey, contrairement à la Coupe de la Ligue en France, c'est une compétition qui est extrêmement disputée, très importante en Espagne. Donc là aussi, je pense qu'ils ont intérêt à se rebiffer un peu et essayer de retrouver les couleurs. Parce que depuis le début de saison, quand même, ça ne va pas vraiment pour l'Atlético. Nous allons rester avec la Copa del Rey, 6e du championnat. Le Villarreal a été battu 1-0 sur le terrain de Ponferradina, une équipe de 3e division en 16e de finale à l'île de la Coupe du Roi. Mercredi, les Ganes, 5e, s'imposant 2-1 à Valladolid, D2. Tcherno, j'imagine comme Nantes, ça doit aussi être le choc du côté de Villarreal. Ouais, plus ou moins, c'est... Villarreal, bon, je pense que c'est une équipe qui a envie de revenir aussi au sommet avec de très bons joueurs, notamment Sylvic Bakongou qui fait de très bonnes choses en championnat, qui a certainement besoin de se qualifier pour l'Europe. Bon, après, c'est vrai que la Copa del Rey aurait été un objectif, mais vous savez, pour disputer ce genre de compétition, il faut avoir un effectif extrêmement riche. C'est-à-dire que les joueurs du banc valent aussi ceux qui sont sur le terrain. Et ça, il n'y a que très peu d'équipes qui ont ces moyens-là. En général, lorsque vous regardez dans le championnat d'Espagne, la Copa del Rey, le dernier carré, c'est souvent l'Atlético, le Real, le Barça, peut-être Bilbao, l'Espagnol Valence, etc. Donc ce sont ces équipes-là qui vont jusqu'au bout. À présent, nous allons parler d'une légende du football africain sur Médion TV. Nous vous montrons chaque jour que l'Afrique n'oublie pas ses enfants. Et aujourd'hui, nous revisitons l'histoire de ce grand monsieur du football africain, George Weah. Qui est-il? En quoi il a marqué le football mondial? Réponse dans cet élément de Awa Diop. Meilleur joueur du monde, Weah est le seul Africain à remporter le titre Ballon d'Or mondial. Un véritable phénomène du football mondial dans les années 1990, George Weah est tout de même resté une immense star en Afrique. Entre ses débuts comme gardien de but dans un petit club de la banlieue de Monrovia et le buteur impérial qui évolue sous le maillot rouge et noir du Milan AC, Weah n'a rien oublié. Son titre de meilleur buteur en Ligue des champions de l'UEFA avec le PSG avec 8 buts en 1995 lui ouvre les portes de l'AC Milan. Weah impressionne le public italien. Il remporte dès sa première saison le Scudetto en 1999 avec 46 buts en 114 rencontres. Le Libérien succède les merveilles. L'une qui a marqué les esprits est celle de la traversée du terrain face à Vérone au cours de laquelle il dribble 7 joueurs avant de tromper le gardien. Après l'Italie, George Weah migre vers l'Angleterre où il joue à Chelsea et Manchester City avant de faire un saut en France pour Marseille. L'unique Africain Ballon d'Or mondial a décroché les crampons en août 2003 avec le club Al Jazeera. Le Libérien a également cumulé les récompenses. Premier et pour le moment le seul Africain élu joueur mondial de la FIFA en 1995 par ses pairs, 2 fois joueur africain de l'année 1989 et 1994. Weah est aussi Ballon d'Or européen en 1995 et mieux encore, joueur africain du siècle, un prix décerné par les journalistes du continent mère. Hors des pelouses, les distinctions continuent pour l'enfant de Monrovia. En 2008, il est parmi les meilleurs joueurs des 50 dernières années de la CAF Award. Il reçoit le prix Arthur Haché du Courage en 2005. À noter aussi que George Weah prépare actuellement une finale suivie de près par le monde entier, mais très loin des pelouses. La légende du football africain est en course pour devenir le prochain président du Libéria. Tcherno, au-delà de la politique, aujourd'hui, en quoi George Weah doit être pris, son exemple, dans le monde du football? En leadership. Weah, moi je me souviens d'une fois où il a... En parlant de Ibouba, qui venait de prendre la nationalité française, qui ne comprenait pas pourquoi des joueurs qui sont nés en Afrique ou de parents africains acceptaient d'aller jouer pour d'autres pays.
Et je pense qu'il a montré, de par son choix d'aller jouer pour le Libéria, que c'est ça la bonne attitude. Il faut être patriote, il faut croire en soi. Weah, c'était un immense talent. Il aurait pu jouer pour n'importe quelle équipe. D'ailleurs, il a joué avec les plus grandes équipes parce que les années Milan AC, ce Milan AC-là était imbattable. Ça équivalait un peu au Real Madrid d'aujourd'hui ou au Barça d'il y a quelques années. Donc, il s'est imposé dans cette équipe-là. Et Ballon d'Or. Weah est quand même Ballon d'Or. Et ça, c'est une preuve d'abnégation. Dans la vie, il faut savoir croire en ses qualités, croire en soi et savoir, comment dirais-je, passer au-delà, en tout cas abattre les obstacles pour avancer. Et il a réussi à le faire dans le football. Je pense que rien que ça suffit à le donner en exemple à tous les jeunes Africains. Alors, Georges Weah, président de la République, le terrain n'étant pas l'État, est-ce que vous pensez qu'il a aujourd'hui les compétences nécessaires pour diriger le Libéria? Vous savez, moi je pense que... Vous auriez souhaité le voir également continuer dans le monde du sport? Non, il a choisi la politique parce qu'il pense qu'avec la politique, il peut apporter quelque chose à son peuple. Il a le charisme, il a le leadership. Et je pense que pour moi, être président de la République, c'est moins une question de compétence, une question de vision, une question de leadership. Et je pense que ça, il l'a. C'est un pays qui manque de tout. C'est un pays qui n'a absolument rien. Et je pense que lui, ne serait-ce que sa figure, ne serait-ce que son CV en tant que footballeur, d'autant plus qu'aujourd'hui, les footballeurs sont des gens extrêmement influents. Donc, il peut apporter énormément à ce pays-là. Après, maintenant, il sera jugé, forcément. S'il passe, ses premières semaines, ses premiers mois vont être extrêmement déterminants par rapport à la confiance qu'il a engendrée ou qu'il va susciter à l'endroit du peuple, venant du peuple libérien. Mais je pense que il a la vision, il a le leadership, il peut effectivement apporter quelque chose à ce peuple-là. En tout cas, Thierno Dramé, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être passé sur ce plateau de Sport Time. Ça a été un plaisir de vous avoir à nos côtés. C'est moi qui vous remercie et je vous encourage. Chers téléspectateurs, merci également d'avoir été avec nous sur Médion TV. Merci à toute l'équipe technique. Bonne suite de programme sur Médion TV.